Quand nous sommes arrivés dans cette maison, elle paraissait énorme. Elle paraissait si grande que j'avais l'impression que lorsque nous rentrerons à l'intérieur, il y aurait plein de pièces. Mais au contraire, le Japon était un pays qui n'était pas comme les autres. Quand nous sommes rentrés, Quand nous sommes rentrés dans la maison, j'ai poussé la porte et j'ai remarqué qu'il n'y avait que 2 pièces. 2 pièces pour une maison si énorme, ça me paraissait tellement peu. Mais il y avait juste une pièce à vivre, où les meubles étaient presque à même le sol. Les meubles étaient presque à même le sol. Cette pièce à vivre était munie simplement d'une petite table dont les pieds faisaient la taille peut-être d'un talon. Les pieds faisaient juste la taille peut-être du talon de mon pied. La table n'était pas très grande, pas énorme. Juste à côté, il n'y avait même pas de cuisine. La cuisine n'existait pas. Elle n'était peut-être pas importante. Juste à côté, il y avait une autre pièce. Et j'ai regardé les murs qui séparaient les chambres, qui séparaient les pièces. Les pièces, il n'y en avait évidemment que 2. Mais ces murs en bambou, et surtout les séparations, les portes qui coulissaient à même le sol. Ces portes qui coulissaient à même le sol, en bois et en bambou, me fascinaient. Je regardais tout autour et la maison elle-même aussi me fascinait. J'avais l'impression d'être dans un endroit différent des autres, et pourtant cet endroit n'était pas si différent des autres. Elle était une maison banale, une maison banale au Japon, une maison banale en Chine qui ressemblait à toutes les autres maisons. La comparaison, la comparaison avec toutes les maisons qu'il y avait au Japon et qu'il y avait en Chine était parfaitement unique. C'était qu'à l'intérieur, il n'y avait que 2 pièces, les chambres et la pièce à vivre, qui servaient autant de salle à manger, de cuisine, que de salon. À côté, il y avait les chambres qui pouvaient souvent être séparées en deux par une porte coulissante, ou alors qui n'était qu'une chambre, une simple chambre. Il y avait des lits, et les lits, ce n'était qu'un matelas au sol, un matelas rouge. Il n'y avait pas de drap, il n'y avait pas d'oreiller, juste un matelas rouge, qui avait été fait d'un tissu rouge. Ça sentait encore le brûlé, ça sentait encore l'odeur qu'il y avait dans les usines à tissu. Cette odeur très spéciale qu'il y a dans les usines à tissu, ça sentait encore cette odeur-là. Je me suis couché sur le matelas, je me suis couché au sol, j'ai posé mon sac à côté de moi et j'ai réfléchi en regardant le plafond qui était très très haut. À l'étage, quand je franchissais l'escalier, il y avait un long couloir présentant quelques portes derrière lesquelles il y avait des chambres, ou derrière lesquelles il y avait aussi une salle de bain. Salle de bain pareille que dans les maisons en Europe. Mais la maison était tellement différente car il n'y avait que 2 pièces distinctes. Il y avait la pièce à vivre, qui faisait office de salon, qui faisait office de cuisine et de salle à manger, et les chambres, qui faisaient office de chambre, notre chambre à nous deux. Quand j'étais dans cette maison, je me sentais tellement libre et pourtant il n'y avait que 2 pièces. C'était extraordinaire et en même temps c'était étrange. Mais de l'extérieur, la maison paraissait si énorme que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de pièces que seulement 2 pièces. Alors je l'ai regardé, et à l'extérieur nous en avons fait le tour, afin d'apprivoiser la maison. Mais c'est plus à l'intérieur que je me sentais le mieux, là où je pouvais voir qu'il n'y avait que 2 pièces et sans plus. En déposant nos affaires, donc sur les lits par terre, je me suis assis juste à côté de nos sacs. Tu es venu près de moi et tu as ouvert toute la maison. Tu as ouvert la porte d'entrée, la porte sur les côtés, certaines fenêtres et même les portes coulissantes qui séparaient la chambre de la salle de séjour. Je suis allé dans la salle de séjour et j'ai ouvert une porte, une sorte de placard à l'intérieur desquels il y avait des meubles qu'on pouvait sortir et déplier. Des meubles simples comme par exemple une table dépliable avec de toutes petites chaises qui étaient à même le ras du sol. Et j'ai déplié ces meubles et je les ai mis autour de la table. J'ai déplié ces meubles qu'on a mis autour de la table. Il y avait une petite table dépliable et juste dans une petite boîte, il y avait de quoi mettre à manger, comme par exemple des assiettes, comme par exemple des couverts, ou alors encore des verres qui avaient été découpés dans du bambou et dans du bois. On les a installés sur le côté, j'imagine que c'est comme ça qu'ils font, mais je n'étais pas sûr. J'ai déposé les verres en bois sur le côté, déposant les verres en bois sur le côté sur cette petite table dépliable, et prenant aussi le temps de prendre tout ce qui avait été découpé dans du bambou. C'était surtout, C'était surtout des baguettes et rien d'autre.
Il n'y avait pas de couvert comme en Europe, il n'y avait pas de fourchette ou de cuillère. C'étaient des baguettes qui étaient découpées en du bambou. Elles étaient toutes différentes, elles étaient toutes sculptées de manière différente. Il y avait de fines sculptures sculptées juste sur les baguettes, certainement pour manger des sushis, ou alors autre chose qui nous serait servi ou qu'on irait chercher peut-être dans la rue, dans les fast-foods juste en face. Ce n'était pas réellement des fast-foods, plus des food trucks qu'il y avait en face. C'était des food trucks bien différents que chez nous. Il n'y avait pas de viande ou alors de hamburger, mais plus des choses, par exemple, comme de la cuisine thaïlandaise, comme de la cuisine thaïlandaise ou alors encore de la cuisine japonaise ou de la cuisine chinoise. C'était souvent du poisson ou alors souvent des viandes exotiques comme par exemple du panda ou alors du pandarou. Ce genre de choses, des viandes qu'on ne connaissait pas en Europe et qu'on ne cuisinait, et qu'on ne cuisinait. C'était des viandes qu'on ne cuisinait pas. Lorsque j'ai regardé tout ça, on est allé se chercher quelque chose, mais totalement par hasard. On est revenu à l'intérieur et on a déposé tout ça sur la table et on a commencé à manger. Ces viandes qu'on ne cuisinait pas en Europe, le pandarou, alors encore des viandes bien différentes d'animaux dont on ignorait l'existence. On est resté là à l'intérieur à manger. On est resté là à l'intérieur à manger et à goûter différentes saveurs dont on ignorait l'existence aussi et des saveurs qu'on ne connaissait pas. C'était étrange mais bon en même temps. On est resté dans la maison et le soir, lorsqu'on s'est endormi, le coucher de soleil était brûlant, comme si tous les immeubles qui étaient à l'horizon étaient en train de prendre feu. Derrière des voiles blancs attachés sur des lianes, une femme dévoilait ses cheveux et retirait les deux pics, les deux aiguilles qu'elle avait dans ses cheveux. Elle les avait retirées des aiguilles en bois. On les a entendues tomber, mais on ne les a pas vues tomber. Peut-être qu'elle les avait jetées, ou simplement déposées, et qu'elles avaient glissé. Cette femme s'était tournée, on a vu qu'elle avait tourné la tête, mais nous avait-elle vu à travers ces draps blancs qui étaient sur les lianes? Elle s'est approchée, et le drap blanc s'est levé. On a vu sa main blanche et son vernis rouge sur ses ongles. Elle s'est approchée et nous a dit comment elle s'appelait. Relevant ses cheveux vers l'arrière, et remettant bien la tenue couverte de fleurs rouges, de motifs à fleurs rouges, elle nous a regardé et nous a dit comment elle s'appelait. Elle nous a dit qu'elle s'appelait Yang Sho. Ensuite, elle est arrivée près de nous, elle nous a montré le jardin, le potager, le jardin avec des fruits du Japon et des fruits de Chine, comme par exemple le fruit du dragon. Elle nous a montré comment couper avec un couteau bien spécial. Avec un couteau spécial, un couteau courbé, elle nous a montré où il fallait attacher le couteau et couper, sectionner le fruit pour le récupérer. Comment est-ce qu'il fallait s'en occuper? Combien de fois est-ce qu'il fallait l'arroser par jour? On la suivait à travers les fruits qui étaient tous différents et de couleurs bien flashy. De couleurs extrêmement naturelles. Les fruits tout autour de nous étaient presque comme une décoration naturelle. Ils poussaient à même le ras du sol. Et nous étions en train de la suivre. Elle nous montrait comment récupérer ça et poser les fruits dans un panier. Elle nous montrait à chaque fois et nous disait approchez-vous et on se mettait à genoux juste à côté d'elle et elle nous montrait et coupait. Elle sectionnait avec le couteau qu'elle ramenait tout le temps vers elle. À chaque fois elle nous montrait comment positionner le couteau ou alors la lame qu'il fallait prendre. Elle nous montrait comment la positionner pour ne pas se blesser, qu'il y avait une manière de faire. Évidemment, dans un pays comme le Japon ou comme la Chine, il y a toujours une manière de faire pour tout. C'est ce dont je me suis rendu compte le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est ce dont je me suis rendu compte que pour marcher, pour regarder les gens, il y avait toujours une manière de faire, pour rentrer chez soi, pour ouvrir les portes, ou alors même pour vivre le soir et vivre la journée, vivre, vivre même à travers les gens. En plein milieu de la ville, il y avait une manière de faire, de ne pas regarder et de regarder, de marcher et d'être positionné sur la rue. Sinon, ça pouvait être mal vu. Elle nous a expliqué tout ça et on s'est assis tous les trois dans le jardin. Tous les trois dans le jardin, on s'est assis et elle nous a montré une deuxième fois la maison qu'on a visitée à trois, ensemble. Elle nous a expliqué les pièces et la manière dont on pouvait réagir et la manière dont on pouvait agir ou ne pas agir. Ce n'était pas comme une simple location. Ce n'était pas comme une simple location à un hôtel dans lequel on loue une chambre et on peut faire comme on veut. Au Japon,
il y avait des règles presque pour tout. Le soir, la jeune femme est partie. Elle a dit qu'elle reviendrait très tôt le lendemain matin pour nous montrer comment récupérer les fruits et comment récupérer les fruits qu'il y avait dans le jardin et comment les récupérer, les nettoyer, les laver à l'intérieur, comment apporter de l'eau dans la maison car il n'y avait pas de cuisine et ni de cuisinière. Elle est alors revenue le lendemain matin et nous a montré comment faire tout ça. J'avais entendu parler d'un temple, un temple extrêmement spirituel. Ce temple montrait des lumières divines et montrait parfois de temps à autre même des esprits. Certaines personnes pensaient que ce temple était une séparation entre le monde des esprits, entre un monde spirituel et voire même celui des humains. De temps en temps, certaines personnes qui visitaient ce temple pensaient même avoir vu des esprits ou avoir vu des défunts là-bas. Des offrandes étaient pratiquées là-bas. J'avais alors engagé quelqu'un pour nous emmener là-bas, un guide. Il nous avait dit son nom et était venu nous chercher dans une petite voiture. Il était venu nous chercher dans une petite voiture sportive, une voiture blanche. Il nous a ouvert la portière et nous sommes montés à l'arrière. Quand on est arrivé devant le temple, il y avait déjà des maisons. Des maisons, des maisons blanches, des maisons chinoises, des toutes petites maisons, des maquettes qui avaient été posées sur le bord du temple, et des personnes qui étaient en train de pratiquer des rituels. Ils apportaient des herbes qu'ils faisaient brûler à l'intérieur et s'habillaient d'un sari, un sari rouge avec des lumières avec, avec souvent des lumières faites par des bougies qu'ils avaient posées tout autour de la petite maison. Ces lumières chaudes éclairaient leur sari qui était aussi de couleur chaude. Elles se mettaient à genoux, c'étaient des femmes et des hommes qui se mettaient à genoux devant ces petites maisons. Et quand on est rentré dans le temple, il y avait plein de maisons, des grandes, des petites, et des offrandes faites par des enfants du village et des femmes du village. Le guide s'est tourné vers nous et il nous a dit qu'il fallait se taire jusqu'à l'arrivée de la dernière maison. Mais il ne pouvait pas nous expliquer. Une fois arrivé sur le chemin de la dernière maison, même sur le chemin on ne pouvait pas parler. Arrivé devant la dernière maison, il fallait chuchoter. Il nous a alors expliqué comment ça fonctionnait, comment est-ce que l'offrande fonctionnait. Il nous a mis des vieilles branches d'arbres, des branches d'arbres d'un arbre particulier. Il ne nous a pas expliqué quoi, ni pourquoi, ni comment. Il nous a juste demandé de les brûler et de les déposer devant la maison. De peut-être arracher un bout de notre t-shirt, en, en signe, en signe de respect, d'arracher un bout de notre t-shirt et de le déposer au-dessus du feu, de faire brûler une partie de nous quelque part. Lorsque c'était fait, on a regardé le temple en silence et nous en sommes sortis. Tout aussitôt, nous sommes revenus dans sa petite voiture blanche, il nous a ouvert les portières et sur la route, on est revenu à notre maison. Il s'est arrêté juste devant la porte et nous a laissé sortir. Il nous a donné nos bagages, nos sacs qu'on avait pris pour la journée, mais la journée était passée tellement vite que lorsque nous sommes rentrés, déjà dans la chambre, quand j'avais ouvert les portes coulissantes, j'arrivais à voir le coucher du soleil brûlant qui était juste à l'horizon, au-dessus de tous les immeubles. Nous sommes allés dans un temple où le silence était un roi. Ce n'est pas une métaphore, dans ce temple, le silence était réellement un roi. Il n'y avait aucun mot, aucune phrase, aucun échange entre femmes et hommes, entre enfants, entre sœurs et frères. Il n'y avait aucun échange de paroles, simplement le silence et le bruit de l'eau. À l'intérieur de ce temple, on pouvait penser, on pouvait respirer. On ne pouvait pas parler. Il fallait garder le silence, tourner autour des bassins et regarder l'eau. Une eau très claire, très vive. À l'intérieur des bassins, il y avait simplement quelques petites coupes. Il y avait quelques petites coupes à l'intérieur des bassins, quelques petits plats qui étaient posés sur l'eau et qui étaient en train de flotter. Les petites coupes qui étaient en train de flotter sur l'eau frappèrent les unes contre les autres, et les petits plats qui étaient en train de flotter sur l'eau, un peu comme des bateaux, se débattaient et frappaient l'un contre l'autre. Ça formait une mélodie. Ça formait une mélodie qui, à l'intérieur du temple, résonnait.
parce que les murs étaient fabriqués de manière à ce que cette mélodie qui était faite par des coupes et par des pots qui étaient posés à l'intérieur des bassins d'eau, qui se frappaient les uns contre les autres, des pots, des coupes, des plats, tous ces trucs qui étaient posés à l'intérieur étaient, étaient justement là pour pouvoir faire résonner une sorte de mélodie qui se faisait tout seul à cause du courant de l'eau. Le courant de l'eau, on nous disait qu'il tournait en rond à l'intérieur de ces bassins d'eau. Il tournait en rond, il n'y avait pas de courant droit, ou il n'y avait pas de courant qui allait de gauche à droite. Il tournait en cercle, même si les bassins étaient carrés. Il n'y en avait aucun qui était rectangulaire, ou il n'y en avait aucun qui était circulaire. Tous les bassins étaient carrés. Et quand ils venaient toucher, quand les coupes ou quand les pots venaient toucher les bords du bassin, il y avait toujours une femme qui mettait sa main dans l'eau et qui le réenvoyait à l'intérieur. Le son était alors plus distinct, et on entendait les murs un peu vibrer tout autour de nous, on entendait les murs vibrer, comme des vibrations. Et à l'intérieur des bassins, nous sentions les pots qui se touchaient les uns contre les autres, formant une mélodie qui se formait simplement grâce au courant circulaire du bassin. À l'intérieur, c'était presque divin, presque céleste, comme si on était déjà mort et qu'on était dans une autre dimension. Mais nous ne l'étions pas. C'était simplement très très calme. C'était simplement obligé d'être très très calme. Quand on est rentré à la maison, j'avais encore l'impression que ces vibrations, cette mélodie formée par le courant et par les pots en métal qu'il y avait à l'intérieur du bassin, résonnait encore à l'intérieur de moi. Comme si tout d'un coup, mes 14 côtes que j'avais, à droite et à gauche, étaient devenues une sorte de xylophone. Je me suis endormi avec le même son à l'intérieur de ma tête. Et il ne m'a plus jamais quitté. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'ai été dehors, et cette mélodie était encore là, mais plus faible. Je me suis dit qu'au fil du temps, elle finirait par disparaître, même si ça ne me dérangeait pas tant que ça. Ensuite, tu es arrivé, tu as mis ta main dans mon dos et tu m'as demandé ce qu'il se passait. J'observais le lever du soleil, beaucoup plus jaunâtre, moins rougeâtre que le soir au coucher. Nous sommes allés dans notre premier restaurant chinois. Évidemment, pour ma part, et pour toi aussi, Rennes, on avait déjà été dans des restaurants chinois, mais ce n'étaient pas les mêmes. Ce n'étaient pas les mêmes en Europe, évidemment. Évidemment, en Europe, les restaurants chinois, c'était de simples restaurants avec des décorations brutes qui avaient été faits par nous, les Européens. Mais ici, c'était des vraies décorations, des vrais drapeaux, des vraies peintures, des vraies fresques qui avaient été faites par des artisans chinois. On a regardé le restaurant un instant. Un instant, on a regardé le restaurant et une femme est arrivée. Elle a défait ses cheveux, a retiré les baguettes en bois qu'elle avait dans ses cheveux. Elle a retiré ses baguettes en bois et ses pinces qui tenaient ses cheveux à l'arrière. Les coiffures des serveuses étaient incroyables. Elles avaient deux baguettes en bois dans les cheveux qui maintenaient leurs cheveux en chignon. Et à l'arrière, leurs cheveux tombaient sur leurs épaules et sur leur dos. Elles avaient une sorte de tenue dévoilant leur dos et leurs cheveux tombaient sur leur dos. Et il y avait une pince qui serrait encore leurs cheveux qui serrait encore leurs cheveux. On était fascinés par la culture japonaise et par la culture chinoise. À l'intérieur du restaurant, personne ne parlait. Ils recevaient à manger sur des plateaux, tout était aligné, et ils mangeaient. Ensuite, ils partaient. Le restaurant était calme, on entendait les pas des serveuses et des serveurs qui arrivaient vers nous et qui nous demandaient ce qu'on voulait manger et ce qu'on voulait boire. C'était les seules choses qu'on pouvait entendre. Que voulez-vous manger? Que voulez-vous boire? Qu'est-ce que vous voulez prendre en apéritif? Simplement ça que nous entendions. Ils nous proposaient divers repas pour commencer, avant de passer par le repas principal, des entrées, ensuite des apéritifs et des digestifs, comme par exemple un saké à la fin qui nous avait été proposé. Mais sinon, le restaurant était énormément calme. C'était presque une œuvre d'art, comme être à l'intérieur d'une œuvre d'art virtuelle, voir bouger les personnages,
voir bouger le fond. Nous étions à l'intérieur de quelque chose qui était presque immersif. À l'intérieur du restaurant, personne ne parlait. Tout le monde mangeait, et tout le monde écoutait le silence et les pas des serveurs et des serveuses qui venaient nous demander ce qu'on voulait boire et manger. Une fois que nous sommes rentrés, j'ai repensé à ce restaurant presque toute la nuit. Toi, tu étais en train de dormir à côté de moi, et je me disais, c'est dingue à quel point les gens peuvent avoir confiance en leurs croyances ici. Mais c'était normal, le monde des esprits est presque omniprésent dans ce genre de pays. Donc c'était normal. Mais à quel point ils ont confiance à quel point ils ont confiance en leurs croyances, en leur culture et en ce qu'ils avancent sur le monde des esprits. À quel point ils y croient. C'était incroyable. Et finalement, je me suis endormi contre toi. Car toi, dans ce pays, même si les croyances sont omniprésentes, tu étais la seule chose en laquelle je croyais réellement. Le temple était là, un peu comme une décision, ou plutôt un peu comme un mur séparant tout simplement le monde des esprits et le monde des morts. Tant bien que dans ce pays, le monde des morts et le monde des vivants étaient séparés comme un mur entre les deux. Nous vivions tous à l'unisson dans ce pays, et chaque soir quand on rentrait à la maison, il y avait quelque chose qui se présentait devant nous. Ce pouvait être une femme qui allait nous juger de la manière dont on allait vivre, mais moi je te tenais la main, et je te regardais, tes yeux très clairs, tes yeux glaciales, ta chevelure noire, tes vêtements noirs aussi, tout droit sortis de Salem et de la Nouvelle-Orléans. Je te regardais et tu me serrais la main. Tous deux, nous nous installions dans le jardin. On s'installait et on regardait. On regardait passionnément. Passionnément, moi je te regardais. Toi, de même, tu me regardais. Et ensuite, on s'installait un peu plus proche. Un peu plus proche de la limite entre notre maison, entre le jardin et entre la petite rivière, là où il y avait des poissons transparents. On s'y installait, même parfois les pieds dans l'eau, bien que ces poissons qui étaient transparents pouvaient être bel et bien des carpe-koi qui avaient manqué de lumière et qui n'avaient pas trouvé leur couleur. On s'y installait. Tout au bord de l'eau, on arrivait à sentir le froid qui remontait. Il y avait le soleil juste en face de nous, mais cela ne nous dérangeait pas. La seule chose qui nous dérangeait, c'était qu'on pouvait entendre des personnes vivre, mais pas à l'unisson. Ces personnes qui étaient autour de nous ne vivaient pas à l'unisson. Elles vivaient selon les règles du pays, elles vivaient selon la manière qu'il fallait vivre. Prendre le thé, ou alors boire le thé, boire une boisson très spéciale, à partir d'un moment très précis, ou alors sortir dans un bar de manière très précise, commander un plat de manière précise, encore une fois, manger sans discuter, manger sans parler. Alors que nous, on était là-bas pour un voyage idyllique à deux, on parlait, on discutait, on s'en foutait un peu, mais on était là aussi pour respecter les règles, respecter les cultures. On était là pour observer, pour voir, pour regarder. Et tant bien que ça ne faisait que commencer, chaque soir quand on rentrait à la maison, c'était la même sérénade. Je m'asseyais, tu venais t'asseoir à côté de moi. Tu me tenais la main et tu me regardais. Tu me disais, est-ce que tout va bien? Et chaque fois je regardais par la fenêtre, et je me disais, non, pourquoi ces gens obéissent à des règles? Pourquoi ces gens obéissent à des principes? Tu te mettais à côté de moi, contre la fenêtre, et tu me disais, c'est peut-être leur culture, c'est comme ça. Ils vivent dans un pays très centré. Ils vivent dans un pays très centré, centré sur des cultures, centré sur des besoins, des envies, des choses qu'ils font et qu'ils n'ont jamais arrêté de faire. C'est un peu comme si nous, en Europe, on commençait à avoir le port du fusil, alors qu'on ne peut pas. Je t'ai regardé, tu m'as regardé. La Nouvelle-Orléans, c'était comment? Je t'ai demandé. Et tu m'as pris la main et tu m'as dit, c'est exactement comme, c'est exactement comme tu penses. Sombre, obscur. C'est un pays bourru. C'est un pays sans expression. C'est un pays qui n'a pas d'expression. C'est un pays qui est noir, qui est plat. C'est un pays où les arbres sont morts, même au printemps. C'est un pays où tout est mort, mais au printemps. Personne ne te dit bonjour, tout le monde te regarde avec un regard de dédain.
Alors que tu penses que c'est là-bas qu'il y a eu les sorcières, tu le ressens. Tu ne le ressens pas que. Parfois tu le vois. Tu vois des ombres noires apparaître dans les. Tu vois des ombres noires apparaître dans les forêts, alors que tu es juste parti pour te ressourcer. Cette ombre noire te suit. Elle te suit à travers les branches, et toi tu continues. Tu continues à marcher. Tu reviens ensuite à ta maison et tu te demandes si c'est réellement ta maison. Tu te demandes si tu peux réellement entrer. Si tu peux réellement entrer, dire bonjour à tout le monde, t'installer sur le fauteuil, allumer la télé et regarder ce qu'il se passe. Mais à la Nouvelle-Orléans, on va tout le temps te répéter la même chose, qu'il y a eu un meurtre, commis par des personnes qui se croient être des loups-garous, ou alors qu'il y a eu un meurtre, qu'une femme a été tuée, ou alors qu'un homme et des enfants ont été tués, mais ont survécu, simplement parce qu'ils pensent être des vampires. La Nouvelle-Orléans et York, la ville de York, sont des villes bien spéciales. Elles ont leur âme, ou n'en ont-elles peut-être pas. Je réfléchis, et j'étais à côté de toi, et quand tu me racontais tout ça, un moment je me suis arrêté. J'ai regardé le soleil levant, j'ai regardé tout ça se coucher, et je t'ai dit, une fois que la maison était plongée dans le noir, désolé, je n'aurais peut-être pas dû faire remonter tout ça à la surface. Tu t'es rapproché tout près de moi et tu m'as dit, non, c'est pas grave. J'ai vécu là-bas toute mon enfance, c'est peut-être à cause de ça que je suis comme ça. Tu t'es mis devant le miroir et tu m'as dit, oui, tu sais, c'est peut-être à cause de ça que je suis comme ça, c'est peut-être à cause de ça que je suis. C'est peut-être à cause de ça que ma chevelure est complètement noire, c'est peut-être à cause de ça que mes yeux sont glaciales et qu'ils ressemblent à un endroit mort. C'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas grandi plus qu'à 1,70 m. Ensuite, je me suis mis à côté de toi, je t'ai mis une main dans le dos, je l'ai descendu et j'ai dit, non, ce n'est pas à cause de ça. Si tu es comme ça, c'est parce que tu es, si tu es comme ça, c'est parce que tu es comme ça. Dieu l'a choisi ainsi. J'ai tenu mon pendentif avec une croix au bout et je t'ai regardé. Ensuite, j'ai enlevé mon pendentif et je t'ai dit, tiens, mets-le juste une minute et dis-moi ce que tu ressens. Alors que tu avais l'habitude de ressentir des choses plutôt sombres et noires, je t'ai regardé avec le pendentif, le mettre et te regarder dans le miroir. Tu te regardais comme si tu ne te reconnaissais pas. Ton visage avait changé, ton expression avait changé, tes cheveux étaient devenus soudainement plus clairs, et je me suis dit, est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est la présence d'un divin? Est-ce que c'est la présence de quelqu'un, de quelque chose? On est sortis tous les deux et ce soir-là, je me suis dit, sortons, mais c'est toi qui vas porter ma croix. Peut-être que les gens verront une différence, peut-être que tu ressentiras une différence. Quand nous sommes sortis, finalement, quand nous sommes sortis, tu n'as pas ressenti de différence, mais tu regardais le monde un peu différemment. J'arrivais à le voir sans même te poser de questions. J'arrivais à le voir simplement en regardant dans tes yeux. Tes yeux paraissaient moins glaciaux, ils paraissaient plus clairs, mais clair-blanc, comme si tu étais aveugle un peu. Et tu regardais la lumière fixement. Tu regardais la lumière fixement et parfois tu te retournais vers moi, tu me posais quelques questions, mais des questions simples, comme pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Pourquoi est-ce qu'on marche? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas à un temple? Je te regardais, je te disais, tu veux prier? Veux-tu prier à un Dieu? Veux-tu simplement aller décorer une maison des esprits? Et tu me disais, non, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Encore une fois, je me suis assis sur le bord d'un muret avec toi et je t'ai dit, ici, nous ne sommes pas là pour vénérer les esprits, vénérer les temples, ou encore suivre les traditions. On est ici en vacances, on est ici à deux, l'un avec l'autre. On est ici pour profiter. On n'est pas ici pour suivre les règles du Japon ou suivre les règles de la Chine. On est là pour observer leur culture sans avoir à en faire un rapport. On est là pour observer leur culture, rester face à face, rester seul, l'un avec l'autre. Et toi, tu es là pour être avec moi. Quand on est rentré à la maison, je me suis mis juste contre le mur et je me suis souvenu alors de tout ce qui s'est passé à Détroit. À Détroit, quand je descendais, que ce soit pour aller chercher du pain, que ce soit pour aller chercher à manger, il y avait toujours quelqu'un pour me suivre avec un couteau à la main. Je me retournais et je le regardais. Ça ne le faisait pas fuir pour autant, mais je me sentais menacé partout. Partout où je marchais, partout où j'allais. Il y avait de grands immeubles gris, rien qui ne puisse évoquer de la, rien qui ne puisse évoquer de la chaleur ou de la joie. Les immeubles étaient souvent gris, étaient souvent hauts, et il n'y avait jamais de balcon. Il n'y avait jamais de balcon ni de terrasse. Ou peut-être en haut. Les personnes qui sortaient avaient souvent l'air maussades et tristes,
Souvent se faisaient menacer. Nous, en plus, en tant que couple, en tant que couple d'hommes, on se faisait souvent menacer là-bas. Et j'ai essayé de te protéger au mieux. Un soir, je t'ai posé la question et je t'ai dit, est-ce que tu penses que je te protège bien? Est-ce que tu penses que je t'ai bien protégé à Détroit? Tu t'es levé, tu t'es mis devant moi, debout. Moi, j'étais assis par terre, sur les lits, et tu m'as dit, regarde-moi, je me sens si bien, je me sens tellement bien. Bien sûr que tu m'as protégé, exactement comme il le fallait. Tu n'as pas fauté dans quoi que ce soit. Dans rien, dans rien tu n'as fauté. Alors je te regardais et je me suis mis près de toi. On s'est assis près de, on s'est assis près d'un vieil arbre aux feuilles rouges, et on s'est assis près une rangée d'arbres, des cerisiers du Japon qui n'avaient toujours pas perdu leurs fleurs. On s'est assis là et on a regardé les autres maisons. Les autres maisons étaient habitées, mais il y avait une sorte de code. On les voyait bouger comme, on les voyait bouger comme s'il y avait une code ou comme s'il y avait une manière de vivre à l'intérieur. On se sentait à l'intérieur d'un jeu vidéo, prisonnier de règles, prisonnier de choses à faire. Mais nous ne suivions pas ces règles. On est retourné à la maison, et finalement, cette fois-ci, retourné à la maison, tu m'as regardé. Je me suis couché, je me suis évanoui, tellement fatigué de ces règles à suivre, tellement fatigué de ces choses qu'il fallait suivre, de ces règles aussi de vénérer des dieux, de vénérer des temples, de rentrer dans des temples à des heures précises, d'aller voir ses voisins ou de ne pas aller les voir, fatigué de tout ça et d'essayer de passer au travers des filets. Tu m'as suivi. Tu m'as suivi dans la chambre, je me suis effondré. J'ai j'ai alors, j'ai alors fait un énorme soupir, me couchant sur le lit. Près des affaires, me couchant sur le lit, la tête sur mes affaires, sur notre sac. Je me suis assis sur le lit et toi aussi. Tu m'as demandé ce qui se passait. Je me suis mis sur toi, sur tes jambes, sans même demander la permission. Et tu m'as regardé en passant ta main dans mes cheveux. Tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit rien de spécial, mais c'est toutes ces règles, toutes ces manières de faire. Je n'imaginais pas que le Japon pouvait être aussi strict. Je n'imaginais pas qu'il pouvait être aussi droit, aussi carré, qu'il puisse y avoir autant de règles, que leur culture puisse être aussi droite. À ce moment-là, j'avais l'impression même d'être dans un pays inachevé, un pays qui n'avait pas encore abouti le terme de. J'avais l'impression d'être dans un pays inachevé, un pays qui n'avait pas encore abouti le terme de liberté. Je ne me sentais pas vraiment libre. Ce n'étaient pas les vacances que j'imaginais. Alors je t'ai demandé, est-ce qu'à la Nouvelle-Orléans il y a de la liberté? Tu m'as regardé bizarrement et tu as dit, de la liberté? La Nouvelle-Orléans, c'est la liberté incarnée. Chacun décide d'être un loup-garou, chacun décide d'être une sorcière, chacun décide d'être un vampire, ce qu'il veut. Et cette ville est terrifiante et au final, c'est ça qui fait son charme. La liberté, là-bas, c'est que quand tu as des yeux bleus, tu es un loup-garou ou forcément un vampire. La liberté là-bas, c'est que forcément, si tu as les cheveux noirs, tu es un vampire ou une sorcière. La liberté là-bas, c'est que forcément, si tu vis la nuit, tu es une sorcière ou alors un démon. Forcément, la Nouvelle-Orléans est terrifiante à cause de ses habitants, à cause des personnes qui y vivent. Il y a des maisons qui restent allumées toute la nuit, et ces maisons. Il y a des maisons qui restent allumées toute la nuit, et ces personnes pensent réellement qu'ils sont des vampires simplement parce qu'ils vivent la nuit. Moi, je dis que ces personnes ont choisi simplement de vivre la nuit, simplement parce qu'ils le désirent et qu'ils ne supportent plus voir le jour. Nous y sommes allés, l'avion avait atterri, et déjà rien que dans cet environnement-là, moi je me sentais chez moi, mais toi tu te sentais entouré d'arbres, de feuilles, d'arbres que tu ne connaissais pas, aux feuilles noires et aux troncs sombres. Tu as regardé partout autour de moi. Cet aéroport avec des avions qui attendaient partout autour de toi, tu l'as regardé, mais tu as regardé surtout les arbres derrière, et je t'ai dit, viens, on va voir. On s'est enfoncé dans la forêt, ne serait-ce que pendant 1 mètre ou 2 mètres, ne serait-ce que pendant 1 mètre ou 2 mètres, et à ce moment-là, et à ce moment précis, on s'est retourné, et l'aéroport n'était plus derrière nous. C'était un véritable film d'horreur, jusqu'à ce qu'on trouve une maison allumée, une grande maison en face d'autres maisons, un hôtel vide dans lequel il n'y avait personne, une vraie chambre mortuaire, un hôtel vide dans lequel il n'y avait personne. Nous sommes entrés et il n'y avait même pas de guichetière, il n'y avait personne, même pas de personne au guichet, personne qui nous attendait. On a appuyé sur la petite sonnette sur le côté et ça a résonné dans tout l'hôtel. L'ascenseur s'est ouvert tout seul. Je me suis tourné vers toi et j'ai dit, tu vois dans ce
Tu vois dans quel cadre j'ai grandi? Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, oui, je vois dans quel genre de cadre tu as grandi quand tu étais petit. Et tu as survécu à travers ce genre de cadre. Je me suis assis sur le bord d'un fauteuil et je t'ai demandé de t'asseoir à côté de moi. J'ai dit qu'on ne survit pas vraiment dans ce genre de cadre, on s'y adapte. On s'y adapte petit à petit. Et en grandissant, finalement, ça devient quelque chose qui nous paraît tout à fait commun. Mais quand on est petit, c'est quelque chose qui sort du commun, qui n'est pas commun pour nous. Quelque chose qui est bizarre et qui nous effraie. Je me suis tourné vers toi avec un sourire et je t'ai dit, tu as déjà appris à faire ces genres de totems qu'il y a dans le film Projet Blair Witch? Je n'ai pas voulu te répondre, même si je savais que la réponse c'était qu'il y en avait partout. Que partout tout le monde accrochait des totems un petit peu sur les branches d'arbres, si on s'enfonçait un peu plus dans la forêt. Mais après ce qui s'était passé, je n'avais pas du tout envie de m'enfoncer un petit peu plus dans la forêt. Je n'avais pas du tout envie de m'enfoncer un petit peu plus dans la forêt avec toi. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je t'obligerais à faire ça? Je t'ai déjà obligé à faire beaucoup de choses et je n'ai pas envie de continuer. Mais finalement, tu as voulu rester dans cet hôtel et nous sommes restés dans cet hôtel. On y est resté une nuit, deux nuits, et chaque fois qu'on y rentrait, moi je m'asseyais. Je m'asseyais près de la fenêtre. Ensuite, nous sommes revenus au Japon. Quand on est revenu au Japon, on s'est senti beaucoup plus libre. On commençait à alterner entre York, entre Salem. On commençait à alterner entre Salem, entre York et entre la Nouvelle-Orléans, et entre le Japon. Le Japon, quand on y rentrait, on s'asseyait le soir, face au coucher du soleil. C'était la seule chose qui pouvait paraître très apaisante. Les temples et tout ce qui paraissait vénérer les esprits, on s'en foutait un peu. Nous n'y allons pas. Simplement parce que les esprits, nous ne croyons pas en une deuxième dimension, en un portail, si infime que il pourrait séparer le monde des esprits et séparer le monde des morts. Avec celui des vivants, nous ne croyons pas à ce genre de choses, même s'il est omniprésent, partout autour de nous. Alors, quand je t'ai regardé, finalement, nous sommes juste rentrés, on s'est assis à l'intérieur de la maison, dans les chambres. Tu m'as posé une seule et une simple question. Pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce que tu es parti de York, de la Nouvelle-Orléans? Je t'ai raconté que j'ai eu une enfance qui n'était pas facile, que je vivais la nuit, et que je vivais la nuit, que je dormais le jour, que je vivais dans une famille comme celle-ci. Apparemment, ma mère était un vampire, mon père était un loup-garou. Enfin, chacun décide de ce qu'il veut être là-bas. C'est une ville très libre, mais une ville qui est très sombre et qui fait très peur. Le genre de ville le genre de ville qui est souvent mentionné dans les films d'horreur, ou le genre de ville qui est souvent mentionné dans les fictions d'horreur. Dans les genres de livres que je lis, les genres de livres policiers, les crimes, tout ça, le satanisme, ce genre de choses, le livre que je lis avec une couverture noire pour le moment, qui est à l'intérieur de la maison, pour le moment parle de Salem, parle de York et parle de plusieurs crimes qui ont été faits par un tueur de satanisme apparemment qui vit dans une maison de vampires. Ce genre d'histoire, je la lis simplement parce que ça me rappelle mon pays, mais je ne compte pas y retourner, même si quelqu'un m'y forcerait, même si quelqu'un me donnerait une somme d'argent. Je t'ai regardé, je t'ai pris près de moi, je t'ai pris près de moi, tu t'es couché sur mes jambes, et à ce moment-là, je t'ai dit, c'est une noble décision de ta part. C'est c'est réel ce que je pense, c'est réellement ce que je pense. C'est une noble décision de ta part de ne pas y retourner. Parce que quelque part, ça a ruiné ton enfance, et tu ne veux pas que ça ruine ta vie adulte. Tu ne veux pas que ça ruine ta vie d'adulte. Tu préfères la passer avec moi à Détroit, dans une ville pourrie, ou encore la passer avec moi au Japon. Est-ce qu'on ne resterait pas ici au final? Je t'ai posé la question et tu m'as dit non, il faut qu'on aille quelque part d'autre. Il faut qu'on aille autre part, il faut qu'on se trouve un endroit où on soit bien. Que ce soit chez nos parents, que ce soit retourner chez nos parents un instant, afin de trouver une maison dans une bonne ville, il faut qu'on trouve un endroit, un centre qui pourrait nous intéresser. Par exemple, une ville, comme par exemple, je ne sais pas New York ou encore peut-être une ville calme comme Jérusalem, ce genre de ville. Je t'ai regardé et je t'ai dit, tu me proposes des villes vraiment très étranges. Jérusalem, c'est le même genre de ville qu'ici. Et tu m'as dit une phrase à laquelle je ne m'y attendais pas quand je t'ai dit que c'était le même genre de ville que York et que Salem. Et aussi, quand je t'ai dit que c'était le même genre de ville que York et que Salem, tu m'as répondu, tu sais qu'à Jérusalem, il y a une croyance
c'est que la porte des enfers, du monde des esprits et des morts, il en existe 3. Une à Jérusalem, une dans le désert et une en plein milieu de l'océan. C'est ce qu'ils pensent là-bas. Et puis il y a une seule croyance et une seule tradition à Jérusalem. C'est que tous les jours on va au mur déposer ses pensées, et on espère qu'elles se réalisent. Tu connais cette croyance? Le mur où on y dépose ses pensées sur un petit papier. On le coince à l'intérieur des briques, à l'intérieur des fissures. Ensuite on repart. La nuit on dort et on attend que le vœu se réalise. Qu'il se réalise par un Dieu, qu'il se réalise par une divinité. C'est la même chose ici, sauf que l'on peut vivre de manière libre. Il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de tradition, ou alors encore le fait d'aller se coucher au crépuscule ou à l'aube. Peu importe, on peut vivre comme on veut. Alors on s'était engagé à partir pour Jérusalem. Ça nous avait l'air d'être la meilleure solution. S'engager à aller vivre là-bas. C'est ce qu'on a fait ensuite. On n'a pas réfléchi une seule seconde et nous sommes partis. Lorsque l'avion a décollé, je me sentais déjà libre alors que nous étions dans les airs. Je regardais l'aile de l'avion et je me disais « Enfin, maintenant nous sommes libres ». Direction Jérusalem. Et d'un seul coup, le paysage a changé. L'air s'est dégagé. L'air s'est dégagé que je voyais juste passer au-dessus de l'aile de l'avion. Et les nuages se sont dégagés, montrant alors un sol plus brun. Un sol plus brun avec beaucoup moins d'océans, beaucoup moins de lacs, beaucoup moins de rivières et beaucoup moins de villes. J'ai regardé ça en dessous de nous et j'étais sûr que nous étions arrivés. L'avion s'est posé et tout autour de nous c'était des roches brunes, des vieilles roches anciennes et brisées, des vieux murs brisés et plus beaucoup de verdure. Mais je m'y sentais déjà bien. De longues routes désertiques qui menaient parfois à des villages qui attendaient sur les côtés avec des tentes blanches à l'intérieur desquelles il y avait des petits enfants qui attendaient avec leur mère et leur père. À côté, il y avait des chameaux. Il y avait des chameaux et d'autres animaux désertiques qui vivent dans le désert. On a croisé un serpent d'une couleur très pâle, mais on ne s'est pas arrêté pour le regarder. Il s'est caché sous une roche et a disparu. Quand nous avons quitté la Chine, nous avons laissé derrière nous un pays, mais non seulement un pays, ce n'était pas simplement un pays qu'on avait laissé derrière nous. C'était un endroit dans lequel on avait profité, un endroit dans lequel on s'était senti bien tous les deux. Je me souviens encore de ta chevelure noire sous les reflets du soleil. Je me souviens encore de nos ébats sexuels sur le sol, au bord de la rivière, l'eau qui coulait, qui ruisselait dans les cascades. Je me souviens du fond du jardin, là où tous les matins on se rejoignait. Je te voyais déjà à terre, les genoux pleins de terre. Je venais me mettre à côté de toi. Je te mettais de la terre dans les cheveux, on rigolait, on parlait, on discutait. Mais c'était plus un endroit zen qu'autre chose, un endroit calme dans lequel le vent se taisait même, et même dans lequel la nature devenait silencieuse. Autour de nous, autour de ce jardin, il n'y avait plus rien, juste la maison qui s'élevait derrière nous et faisait disparaître le soleil pendant un bref instant, jusqu'à ce qu'il tourne autour de la maison et qu'il réapparaisse au fond du jardin. Mais à la Nouvelle-Orléans, lorsque nous avons quitté la Chine, tu m'as expliqué que tu hantais cet endroit tel un petit fantôme partout dans les couloirs de la maison. Quand je suis rentré, les deux couloirs qui séparaient la maison, je les ai observés brièvement. Des photos de famille dont tu m'expliquais le sens, chaque fois étaient accrochées au mur. Tu m'y expliquais le sens et j'étais suspendu à tes lèvres. On continuait à avancer et il y avait ces deux grands escaliers dans l'entrée. Il y avait des rideaux rouges, pas noirs, pas blancs, mais des rideaux rouges écarlates que j'ai pu apercevoir et des rideaux rouges carmin. D'autres rideaux rouges un peu plus au deuxième étage qui avaient la couleur du vin, la couleur du sang. Tu me disais que certaines personnes qui se prenaient pour des vampires ou alors des loups-garous buvaient du sang. À l'intérieur des coupes ou alors à l'intérieur des verres à vin, je voyais effectivement quelque chose de rouge carmin, quelque chose de rouge sanguin qui coulait. Tu me regardais et tu me murmurais à l'oreille « T'inquiète pas, c'est juste du vin ». Et tu m'expliquais en marchant juste devant moi, en te retournant de temps en temps avec un petit sourire que tu esquissais en me regardant. Et tu me disais que tu hantais cet endroit tel un petit fantôme. Tu courais et partout dans la maison donnait l'impression d'avoir un fantôme avec toi. Parce que tu entendais tes pas résonner partout.
C'était surtout tes parents qui les entendaient, mais toi, quand tu courais dans la maison, t'entendais tes pas derrière toi, comme si quelque chose te suivait. C'est ça la Nouvelle-Orléans, c'est une ville vivante, une ville chargée de secrets, une ville chargée de secrets, chargée, chargée même de souvenirs qui disparaissent ou alors qui s'ancrent dans les pavés dans lesquels on peut voir des voitures, mais surtout, plus qu'autre chose, des carrosses tirés par des chevaux avec des œillères. Les chevaux qui ont des œillères, comme si à travers le temps, ils ne pouvaient plus voir le passé, et juste ils pouvaient remarquer le présent. Tu me montrais aussi certains endroits dans lesquels tu allais visiter. Tu allais visiter ces endroits le soir, ils étaient éclairés à la bougie et non pas à la lumière vive comme à l'intérieur de ta maison, comme les lustres. Ils, Tu m'expliquais que les lustres ici dans ta maison étaient simplement éclairés à la bougie, qu'il fallait monter soit sur des chaises ou alors encore sur des échelles, voire au deuxième étage pour pouvoir simplement s'accrocher au lustre, tirer le lustre vers soi, le faire remonter et immédiatement le ramener au deuxième étage. On le posait au sol et on le réaccrochait à la chaîne, juste après avoir installé toutes les bougies. Tu m'expliquais que c'était comme ça que tu avais vécu tout petit et que tu hantais cet endroit tel un petit fantôme. Tel un petit fantôme, tu hantais cet endroit, mais tu n'avais pas de surnom. Pas de surnom tel que par exemple mon chat noir, ou alors mon chat, ou alors mon petit fantôme. Tu n'avais pas de surnom, ta mère, elle restait cloîtrée dans la bibliothèque, elle parlait, elle discutait. De temps en temps, elle allait dans les autres maisons parler avec des femmes qu'elle ne connaissait guère, qu'elle ne connaissait pas. Elle parlait souvent avec des femmes dans une autre langue, et toi, tu essayais de décrypter cette autre langue. Pour toi, c'était presque devenu un jeu. C'était presque devenu un jeu pour toi, tu essayais de découdre un petit peu ce dont elle parlait, et elle revenait le soir, tout habillée, Elle revenait tout habillée, bien habillée, mais elle sentait une odeur particulière entre le bois brûlé, et aussi entre l'odeur du sang, l'odeur du métal. Elle revenait, elle s'asseyait, elle était fatiguée, elle s'endormait dans, elle s'endormait dans le, à l'intérieur de la bibliothèque, elle s'endormait juste sur le fauteuil. Toi, tu allais la voir, tu l'embrassais, tu lui disais bonne nuit. Tu passais ta main dans ses cheveux, et lorsque tu récupérais ta main, tu voyais que sur ta main, il y avait des cendres. Tu te disais des cendres de qui? Des cendres de feu de bois ou alors des cendres d'une personne, d'un cadavre. Et parfois, tu allais même dans cet endroit dans lequel tu m'emmenais. Encore une fois, ta chevelure noire, les cheveux que tu, ta chevelure noire, encore une fois, tes cheveux noirs et sombres sont apparus à la couleur de la lune. Ils paraissaient, ils paraissaient encore plus sombres. Ils paraissaient encore plus sombres avec la nuit noire. À Salem, à la Nouvelle-Orléans, la nuit n'est pas d'un bleu nuit ou n'est pas encore d'un noir corbeau. Elle n'est pas d'un noir foncé ou d'un noir un peu d'une couleur sombre, une couleur un peu ténébreuse. Non, à la Nouvelle-Orléans, c'est noir, noir, c'est un noir réel, un noir que l'on ressent, que l'on sent s'effondrer sur nous. On sent le ciel qui s'épuise et qui tombe sur nos épaules. On sent cette sensation que les meubles et que les immeubles, que les maisons partout, que les rues prennent vie. Parfois, lorsque tu finis ta journée et que tu rentres chez toi, tu t'effondres sur ton lit et tu remarques simplement la présence des chevaux dehors qui sont en train de reculer et d'avancer, qui essayent de sortir de l'endroit dans lequel ils sont. Ils essayent de sortir de l'endroit dans lequel ils sont. Ils sont attachés attachés à un arbre ou alors attachés à une maison. La maison est donc bien plus solide qu'eux et ils ne peuvent pas partir. Mais ils sentent un danger. Évidemment, c'est Salem, la Nouvelle-Orléans, c'est la Louisiane. Évidemment, ils sentent un danger un petit peu partout. Lorsque le vent s'élève et qu'il disparaît aussitôt, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal chez nous en Europe, si le vent souffle et qu'il disparaît aussitôt, c'est un signe mauvais. C'est un signe mauvais, un signe, quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui pourrait paraître du surnaturel. Mais nous, les Européens, le surnaturel nous a toujours intéressés. Il nous a toujours intéressés. Pourquoi un être vivant qui profite de la vie autant a toujours été intéressé par la mort et toujours voulu savoir ce qu'il y a derrière? Si ça se trouve, il n'y a rien, juste la pourriture, la moisissure et la mise en marche d'un processus de décomposition. Pourquoi est-ce qu'on est tant intéressé par ce genre de choses alors que dès nos 10 ans, on a toute la vie devant nous? Et tu m'expliquais, nous deux assis dans le couloir, moi je regardais ta chevelure noire qui était éclairée par les bougies qui étaient au mur. Je regardais surtout la flamme qui était presque à 1 centimètre de toucher le papier peint. Le papier peint qui derrière les bougies était un peu brûlé.
Et toi, tu me racontais que tu courais dans les couloirs comme ça en me montrant comment tu courais. Je restais appuyé contre le mur et je me disais, c'est dingue. Tu hantais cet endroit comme un petit fantôme et tu le hantes toujours comme un petit fantôme. Assis par terre, tu m'as dit, comment ça? La tête inclinée avec un petit sourire. Et encore une fois, je t'ai dit, tu le hantes encore avec tes paroles, avec ce que tu me racontes, avec ce que tu m'expliques, avec la manière dont tu me fais visiter la ville. J'ai l'impression que tu en connais tout, que tu en connais tous les remparts. Tu m'as montré un autre endroit, une sorte de sous-sol, de cavité terrestre dans lequel tu t'enfonçais. Tu y allais plus petit, tu marchais. Tu y allais plus petit, tu marchais. Et moi, je t'ai dit hors de question de rentrer là-dedans. Tu m'as tenu la main. Tu m'as tenu la main, tu es sorti, tu m'as embrassé et tu m'as dit qu'il n'y avait aucun danger. Finalement, je t'ai suivi et nous sommes arrivés dans une plaine. Il y avait plein d'arbres tordus dont les branches étaient assez grosses, étaient assez massives. Mais on entendait une symphonie se former à travers les branches, à travers l'écorce et à travers les arbres qui n'étaient pas très hauts. Cette symphonie, c'était la symphonie de plusieurs branches qui se mettaient à grincer. La symphonie du vent au travers de la pourriture, derrière l'écorce. Caché juste en dessous, caché juste en dessous, il devait y avoir une énorme quantité. Il devait y avoir une énorme quantité de pourriture, et surtout une énorme quantité d'insectes en train de dévorer l'arbre de l'intérieur tel un cancer. Tu m'as regardé et tu m'as dit, viens, on va dans un arbre. On s'est enfermé dans les racines d'un arbre, juste à l'intérieur, il était creusé. Tu m'as dit que cet arbre, tu le connaissais depuis que tu étais petit. Pas seulement maintenant, ce n'était pas un arbre que tu avais choisi au hasard, c'était un arbre que tu connaissais depuis tout petit. Là, tu m'as expliqué, tu m'as montré. Nous sommes montés le haut d'une falaise et on a regardé la plaine. On a regardé la plaine qui était presque complètement vide. Cette plaine qui était presque complètement vide, mais dont je voyais quelque part certaines choses qui étaient en train d'avancer de manière sinueuse, et tu me disais que c'était des serpents qui vivaient dans cette plaine. Et oui, il y avait des serpents à Salem, ça ne m'a pas étonné une seule seconde. On a attendu la nuit et on s'est assis là. Il y avait des choses qui bougeaient très rapidement dans le ciel et tu as levé ta main, tu m'as dit, ce sont des chauves-souris. Une petite chauve-souris est venue entre ta main. Elle s'est posée dans le creux de ta main. Elle est repartie, elle a fermé ses ailes autour d'elle et ensuite elle est repartie. Lorsque tu as ouvert la main, quand tu avais pressé tes doigts un peu contre elle, contre ses ailes, elle n'a rien fait. Juste laisser passer sa gueule juste laisser passer sa gueule et sa tête entre tes doigts qui étaient fermés. Et toi, tes doigts qui touchaient très légèrement ses ailes, tu l'as laissé partir. Tu as tendu ton bras et elle s'est envolée. Elle est repartie avec deux, trois chauves-souris. Je les ai regardées. Des animaux qu'on ne trouve pas en Europe, là où on habite. Là où on habite tous les deux dans notre appartement, le genre, d'en- le genre d'endroit où on ne trouve pas ce genre d'animaux. J'ai alors regardé autre chose. J'ai regardé autre chose, un autre arbre, celui-ci était tout fin. Et je me suis appuyé contre, et tu m'as dit, viens, j'ai autre chose à te faire voir, j'ai autre chose à te faire visiter. On est alors allé là-bas, nous sommes allés là-bas et on a visité cette autre chose. Tu m'as montré un énorme manoir qui lui était blanc et avait été rénové. Il y avait encore des personnes qui s'occupaient de mettre des ampoules à la place d'une bougie à l'intérieur d'un lampadaire qu'il y avait devant. Il y avait une longue route à traverser, mais heureusement une voiture noire et sombre. Pourquoi ça ne m'a pas étonné, je ne sais pas. Mais cette voiture noire et sombre s'est tout de suite ouverte. Cette voiture noire et sombre s'est tout de suite ouverte. Elle a laissé sa porte ouverte, sa portière ouverte, et nous sommes rentrés derrière. Le, la personne qui conduisait, le chauffeur, n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot, n'a pas daigné lancer un regard à travers le rétroviseur, juste au-dessus. Il nous a regardés un moment et puis ensuite a conduit. Les phares étaient jaunes, un peu usés. Les grands phares éclairaient l'allée et nous sommes arrivés devant une grande maison qui, elle, était éclairée à la bougie à travers d'anciennes lampes. On est rentré et il y avait déjà une musique style de la valse qui était à l'intérieur. Une musique style de la valse qui était à l'intérieur, les grandes portes sont ouvertes et une jeune femme est arrivée. Une femme plus âgée avec des cheveux gris nous a accueillis à l'intérieur.
Elle nous a demandé si on voulait boire le thé, si on voulait boire quelque chose. J'ai dit qu'un verre d'eau suffisait. Elle m'a regardé en me disant: Ah, un sorcier. La voix un peu usée, elle m'a dit: Ah, vous êtes un sorcier. Je l'ai regardée et je t'ai regardé ensuite. J'ai demandé: Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Parce que tu as demandé de l'eau. L'eau est symbole de mort. L'eau est symbole de mort et symbole de vie qu'on a rattrapé, mais surtout symbole de mort et de destruction dans la Bible. Donc elle te prend pour un sorcier. Prends du thé, tu verras, elle te prendra pour une fée. Alors j'ai demandé finalement une tasse de thé dans laquelle elle a infusé des plantes, et elle m'a dit: Ah, vous êtes une fée. Cet endroit avait l'air complètement hors du temps, complètement un endroit tragique dans lequel les secrets se détruisent, un endroit tragique dans lequel les secrets implosent partout à chaque coin de rue. Et finalement, elle m'a dit: Vous êtes une fée? Vous venez d'où? Je l'ai regardée et je lui ai dit: Non, moi je viens d'Europe. À la base, je viens d'Europe. Je suis européen, mais bon, j'ai quitté les vieux quartiers dans lesquels j'étais. Je suis européen, j'ai été vivre à Détroit, j'ai quitté ces vieux quartiers parce que je ne m'y sentais plus bien. J'ai été faire un, j'ai été faire un détour par la Chine pour retrouver mes racines spirituelles. Elle m'a demandé si je les avais retrouvées. J'ai répondu que oui, je les ai retrouvées, grâce à la personne à côté de moi, toi. J'ai passé ma main dans ton dos, tu m'as regardé, et à ce moment-là, j'ai demandé à la vieille femme: Est-ce que vous savez dire ce que lui il est? Elle l'a regardé et l'a scruté de haut en bas. Elle t'a regardé, Vren, t'a scruté de haut en bas, a regardé tes cheveux. Ils étaient noirs corbeaux, elle s'est rapprochée et elle a dit: À mon avis, vous êtes un vampire. Vos cheveux sont noirs corbeaux, vos yeux sont glaciales. Vous êtes un vampire plus qu'autre chose. La lumière vous dérange, n'est-ce pas? Et elle t'a posé plusieurs questions. Elle t'a posé plusieurs questions. Enfin, quand elle avait réussi à poser toutes ces questions, on est allé dans un hôtel. Elle était, C'était un hôtel miteux, pitoyable, mais certes, ça nous convenait. Ça me convenait, on a posé nos affaires et on s'est installé. Quand on s'est installé, j'ai regardé cet hôtel piteux et pitoyable. Je suis sorti, je suis sorti dans les couloirs, j'ai dit: Je vais jusqu'à la machine à glaçons. Tu m'as dit qu'il n'y en avait pas, que les glaçons étaient à l'intérieur. Où ça? Je t'ai demandé, il y avait un frigo. Et à l'intérieur, chaque fois, les gens laissaient des glaçons, ou alors des petits pots d'eau dans lesquels ils avaient fabriqué des glaçons. Tu me disais, tu me disais qu'il fallait qu'on utilise les vieux vêtements des gens qui avaient précédemment pris la chambre dans laquelle on était. Alors je trouvais ça fascinant, mais en même temps un peu dégoûtant. Cet hôtel avait une teinte un peu foncée, mais partout autour de nous, j'avais l'impression d'être dans un manoir gothique, du style d'un film de Guillermo del Toro. Je me suis retourné, il y avait des animaux morts un peu partout. Tu me disais qu'une des pratiques qui était le plus souvent pratiquée par les gens ici, il y avait beaucoup de praticiens de ce genre de pratique, c'était la taxidermie. On est allé voir un taxidermiste et je l'ai regardé en lui disant: Est-ce que je peux acheter l'un de vos animaux? Il m'a regardé comme si je venais de le menacer. Et c'est vrai que tu m'as expliqué dehors en me disant: Ne demande pas ça à un taxidermiste. Les taxidermistes vendent mais n'offrent pas. Alors à ce moment-là, je lui ai demandé si je pouvais lui acheter quelque chose. Il m'a regardé encore une fois et m'a dit: je ne les donne pas, je ne les vends pas, je les offre. Je les offre à des hôtels et les hôtels ensuite me donnent de l'argent. C'est comme ça que je gagne c'est comme ça que je gagne ma vie. Et c'est comme ça que je peux me payer cette énorme maison blanche qui avait juste derrière son atelier. À l'intérieur, à l'intérieur, on a vu sa famille, sa femme et ses enfants. Évidemment, ils avaient tous les cheveux noirs. Et ils avaient tous des yeux glacials comme moi. Je me sentais chez moi, mais toi, tu étais en train de me regarder bizarrement. Finalement, nous sommes montés. J'ai demandé si on pouvait aller voir une seule chambre pour s'installer. On a passé la nuit dans cette maison, bien qu'on ne connaissait pas la famille. Et j'ai passé la nuit près de toi et tu m'as rassuré en m'expliquant comment était la Nouvelle-Orléans, comment c'était avant. Et tu m'as autant raconté comment c'était avant que comment c'était maintenant. En m'expliquant comment c'était avant et comment c'était maintenant, je me suis senti tout de suite rassuré. Comme si je devenais un petit peu petit à petit en osmose avec les rues et les secrets qui explosaient à chaque coin de rue. Mais ce que je retiendrai toujours, c'était la phrase que tu m'avais sortie, que tu hantais cette maison qui est la tienne. Pas celle-ci, parce que celle-ci n'est pas la tienne, mais celle-ci qui est la tienne à un autre coin de rue, que tu la hantais comme un petit fantôme en courant dans les couloirs.
Tes parents te disaient que tu étais dans ce couloir-là, ou te posaient la question ensuite que tu étais dans ce couloir-là, mais tu savais qu'ils le savaient eux-mêmes, parce qu'ils entendaient tes pas partout. Alors, partout, eux devaient entendre des pas d'un enfant qui court, et les rires, ou alors les pleurs quand tu devais tomber par terre. Ça faisait comme une maison hantée. Ça devait faire ça de vivre dans une maison hantée. Ça devait être agréable pour eux parce qu'ils savaient que c'était leur fils, mais si c'était quelqu'un qui n'était pas habitué, comme par exemple ta gardienne, tu m'avais expliqué que tu n'en avais jamais eu de gardienne, que tu ne savais pas ce que c'était d'avoir une gardienne, une babysitter. Car les bruits courent, tu m'as raconté que certaines légendes racontent que les enfants ici à la Nouvelle-Orléans, certains enfants à Salem, à la Nouvelle-Orléans et à la ville de York, quand les gardiennes viennent pour les garder, on ne les retrouve pas, ou alors on les retrouve mortes. Et les enfants sont souvent les seuls coupables. La vérité est bien trop dure à pouvoir être imaginée. Mais ce sont les enfants, ce sont leurs fautes. Tu m'as expliqué tout ça et je me sentais rassuré. D'un seul coup, quand tu m'as expliqué tout ça, mais que tu m'as dit que ce n'était que des légendes, c'était comme regarder un film d'horreur avec toi dans une salle de cinéma. Bien que la chambre soit sombre, ça mettait encore plus dans l'ambiance. Ça mettait encore plus dans l'ambiance, et je t'ai alors écouté. Je t'ai alors écouté. Et tu m'as dit, bon, maintenant c'est à ton tour de te plaindre, de m'écouter. C'est à ton tour de te plaindre, c'est moi qui dois t'écouter cette fois-ci. Plains-toi de quelque chose, explique-moi. Et je t'ai regardé, je t'ai dit, comment ça, dire quelque chose? Comment ça me plaindre de quelque chose? Je n'ai rien à me plaindre. Tu t'es couché à côté de moi et tu m'as dit ce que je veux dire, c'est que tu m'as écouté toute la journée sur la Nouvelle-Orléans, Salem et sur, et sur la Louisiane. Tu dois peut-être en avoir marre des histoires de vaudou, des histoires de sorcières, des histoires de vampires, de loups-garous. Alors maintenant, à toi de te plaindre sur Détroit. Explique-moi comment c'était. Je t'ai expliqué, tu m'as regardé et tu as dit comment c'était dans les rues, comment c'était quand tu allais acheter du pain, comment c'était quand tu allais faire tes courses. Les gens te regardaient, te suivaient. Tu t'es déjà fait suivre par un gang? Ça avait l'air de te fasciner. Je ne t'ai pas dit ça a l'air de te fasciner, juste avec un sourire, juste qu'avec un sourire pour te taquiner un petit peu. Je t'ai juste dit, t'as l'air d'être vraiment à l'écoute aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as raconté que tu étais de nouveau chez toi, que tu avais retrouvé ton chez toi, donc que forcément tu étais à l'écoute. Lorsque tu étais à l'écoute, tu sais quoi, lorsque tu étais à l'écoute, j'ai fini finalement par apprécier cette chambre d'hôtel qui était miteuse. J'ai regardé les bougies qui étaient en train de s'agiter, et derrière les bougies, le noir, le cramé contre le mur, et je me disais, à tout moment, ça peut prendre feu. Mais non, je me suis concentré sur tes yeux, dans lesquels se reflétaient tes yeux glaciales, bleu clair, dans lesquels se reflétaient les bougies, et je t'ai expliqué tout ce qu'il y avait sur Détroit. Oui, je me suis fait déjà menacer par des gangs. Oui, mais je suis passé sans même les regarder, et ils ont finalement rangé leurs couteaux et leurs armes. Alors Détroit était une ville vraiment mal fréquentée. On me regardait de travers à chaque coin de rue. Et moi, je suis un esprit plutôt calme et serein. C'est pour ça que j'avais envie de partir en Chine. Un endroit très spirituel, un endroit de montagne et de falaises, un endroit de rivière. La rivière qu'on a été visiter lorsqu'on a marché au bord. Eh bien, lorsqu'on a marché au bord de cette rivière, je me sentais tellement calme, je n'écoutais qu'une seule chose, le vent entre les arbres siffler, et j'écoutais aussi le bruit des pirogues sur l'eau, qui étaient en train de flotter, et d'avancer plutôt rapidement avec les personnes qui ramaient dessus. Et les personnes qui ramaient sur les pirogues restaient à chaque fois silencieux. Les longs, les longs passages à niveau, les longs passages à niveau qui étaient faits tout en bois et tout en corde, qui avaient l'air de pouvoir s'effondrer au moindre coup de vent, dans, en dessous desquels les pirogues passaient et les gens passaient. Ces personnes restaient silencieuses sur la pirogue jusqu'à l'arrivée de l'île suivante, là où allait s'arrêter la pirogue, et certainement en repartir une deuxième. Je t'ai expliqué tout, que ça m'avait fait du bien de marcher à côté de cette rivière, que j'avais retrouvé mes racines, mais que jamais je ne retournerai à Détroit. Bien que cette ville me fasse rêver, la Nouvelle-Orléans, remplie de secrets qui explosent à chaque coin de rue, remplie de, rempli de plein de légendes différentes et rempli de plein de soupçons à propos de légendes, à propos de faits, parce que les légendes sont souvent, bien souvent basées sur des faits réels. Cette ville me faisait presque rêver. Alors je t'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'y installer? N'importe quelle maison était possible. Il était possible de s'y installer. Alors on a trouvé une maison dans un coin de rue. On a tout de suite acheté cette maison à deux. On a conclu la vente
Et quelques semaines plus tard, lorsqu'on a conclu la vente, on habitait enfin à la Nouvelle-Orléans, près de Salem, et juste à côté de la Louisiane. On était en plein milieu des sorcières, des loups-garous et des vampires. C'était différent que vivre à Détroit. Moi, ça me plaisait parce que toi, tu étais chez toi et tu t'y sentais bien. Finalement, après quelques semaines, je m'y suis acclimaté et comme toi, je me sentais bien à la Louisiane, à la Nouvelle-Orléans et à Salem. Tout près de ces villes fantomatiques, tout près de York, ces villes fantomatiques remplies de soupçons à propos des fantômes, de l'existence, du spirituel, je m'y sentais bien parce que ça se rapprochait très fort de ce qu'on, très fort de ce qu'on avait vu, très fort de ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu avec toi en Chine.